Savant Live vous présente le début de H, Mort ou Vif, de Pascal Quivigé, aux éditions Rouergue. 10h, côte de Bergerac. Le premier goéland ne venait pas seul. Il apportait novembre et le son grave du gong. Insistant, répétitif, un coup très long, 2 autres courts et un 4e interminable. Le roi est mort, crut bon d'annoncer le capitaine du navire marchand aux quelques passagers rassemblés dans l'entrepont. Il sortit par l'écoutille en ratant une marche et fonça droit sur le pavillon de Bergerac. Après en avoir déchiré les tiers jaunes et bleus, il hissa gravement la bande restante qui était noire. Ce symbole de deuil qu'on appelait finitude pendouilla là-haut comme une vieille laitue. Un couple étonnant l'observait en silence. Lui, un stratège surdoué qui louait son intelligence aux puissants de ce monde. Il était sobre et élégant, avec des mains soignées, un regard doré, un front dégarni et un teint de levant. Elle, coursière intrépide, plus grande et plus gaillarde, d'un instinct sûr et d'une humanité limpide, avait le visage anguleux, les yeux très verts et une chevelure venteuse, blond cendré. Il bravait le crachin depuis l'aube, ayant déjeuné plus tôt et plutôt mal avec le premier quart. Fénélon n'a pas tenu, soupira Esmé en reprenant le brossage de sa jument. Arrache ne répondit pas. À la façon dont il se lissa un sourcil, elle le savait plongé dans les dédales d'une réflexion complexe, de celle qu'il menait sous le pseudonyme de mercenaire. Ce décès royal lui lançait un défi dont il devinait déjà les contours, mais pas encore la substance. En principe, il faisait route vers Bergerac parce que le roi Fénélon les avait invités en vacances dans un vignoble où le vin nouveau, sec et pétillant, se buvait avec des châtaignes grillées, où on dansait tard dans la nuit autour des feux de l'émondage et où les pommes tombaient glacées des arbres. Mercenaire ne buvait pas. Les danses folkloriques lui parlaient peu. En revanche, il aimait les pommes. Et surtout, Fénélon avait conclu sa lettre de manière énigmatique. Je vous réserve aussi une surprise impossible à coucher sur papier, un cadeau, cher mercenaire, en remerciement pour service rendu. Bonne ou mauvaise, mercenaire appréciait les surprises, surtout celles qu'on n'ose pas coucher sur papier. D'ailleurs, Fénélon l'avait déjà largement rémunéré pour service rendu et savait ne rien lui devoir, sinon en échange d'un nouveau service. C'était irrésistible. Son invitation ne pouvait pas mieux tomber puisqu'Esmé se languissait du fouet du givre et de la claque des neiges des hivers de chez elle. Bergerac servirait donc d'escale sur la route de Pierre d'Angle au large de la mer du Nord. Le gong résonnait de plus en plus fort. Les mouettes ricanaient. Passaient les grands cormorans qui se séchaient les plumes sur des rochers pointus, le phare voilé, comme une veuve, et le monument épique au capitaine Dumollard, le navire s'engagea dans le chenal, le long d'une falaise sanguine surmontée d'herbes bleues. Par-delà le brise-lames, les toits d'ardoise ondulaient comme les écailles d'un monstre marin et, par-delà encore, une nuée de corbeaux noircissait le ciel de la forteresse. Droit devant, sur les quais du port, entre les caisses, les malles et les casiers à homards, les ouvriers se tenaient immobiles, casquettes pressées sur la poitrine, en signe de respect pour le vieux roi qui venait de les quitter. Les passagers avaient à peine touché terre qu'une femme fonça sur mercenaire, la peau cuivrée, les cheveux gris très courts dressés sur le crâne. Son pas militaire était porté par des bottes solides à l'épaisse semelle de cuir. Un long ciré décoloré lui battait les mollets. Dans un royaume où le port des boutons était réservé aux nobles et où le commun se servait d'agrafes et de bouts de corde, elle arborait sur son cœur le rare bouton de liège du mérite civil. Pour le reste, 4 anneaux à l'oreille, un autre au nez et 2 au sourcil gauche marquaient clairement son grade. Colonel Caïl, toujours un plaisir. Monsieur mercenaire. Voici Esmé, ma compagne. La colonelle salua d'un coup de menton, sans sourire. Peut-être à cause de la mauvaise cicatrice qui lui barrait la bouche, comme on coche une erreur. Suivez-moi. Ma jument, protesta Esmé.
Cahill grimpa sur l'échelle de coupé, jeta un œil sur le pont et revint se poster devant eux. « T'acheter ?»« Oui. »« Son nom ?»« Zoé. »« Entendu. Suivez-moi. » Arrache et Esmé adoptèrent son pas viril. Le gong tenait la cadence, lugubre, poignant, capable de cogner à l'âme des sujets les moins tendres. « Qui vous envoie cette fois ?» demanda Mercenaire que le roi Fénélon confiait toujours aux soins de Cahill. « La princesse Geneviève. » Prévisible. Geneviève monterait sur le trône avant la nuit. Il était naturel qu'elle marche déjà dans les traces de son père. Moins prévisible, la colonelle Cahill ne monta pas vers la forteresse, mais longea plutôt le port jusqu'au tire-d'aile, un restaurant périlleusement situé au ras des flots. Dehors, la patronne agitait un torchon pour chasser les oiseaux en attendant que le gong se taise et que la criée reprenne enfin. Un jour sans poisson ne valait pas la peine d'être vécu. Esmé salivait déjà à la perspective d'un repas chaud dans un endroit sec. Mais Cahill indiqua d'une main lacérée de cicatrices un autre militaire planté devant une tenture verte au fond de la salle. « Bon appétit !» salua-t-elle en leur tournant le dos. « Nous n'allons pourtant pas manger, je le sens, dit Esmé. Bon appétit confirme sans doute à Benjamin Bourdon que nous sommes bien qui nous sommes afin qu'il nous mène là où il doit nous mener, supposa Arrache, les yeux rivés sur le jeune homme compact, visiblement fier de son casque à panache et de sa veste de mousquetaire rehaussée de bandes de cuir. Benjamin Bourdon, tu le connais? Peut-être. Tout change très vite à Bergerac. Aux dernières nouvelles, il était simple soldat, avec tout juste l'anneau au nez. Maintenant lieutenant, jugé par ses oreilles. Ah, il a dû en cirer des bottes pour grimper aussi vite. Par ici, monsieur Mercenaire, l'interpella justement le lieutenant en ouvrant la tenture sur une autre salle, richement meublée. Aucune flamme au chandelier. Le couvert n'était pas mis, d'ailleurs les nappes manquaient. Là où s'élevait apparemment une réserve de vin, il tira sur le goulot d'une bouteille en faisant pivoter tout un pan de mur. Par ici, monsieur Mercenaire, répéta-t-il le plus neutrement possible, comme s'il ne l'avait jamais rencontré, comme s'il ne lui avait jamais raconté son enfance, comme s'il ne lui devait pas la vie. C'est tout juste s'il jeta un regard furtif sur les cheveux en brosse du consultant qu'on avait toujours connu avec une queue de cheval, qui magnifiait sa beauté stupéfiante. Une longue histoire de sable et de harem se cachait derrière cette nouvelle coupe, histoire que Mercenaire entendait garder pour lui et que Bourdon n'avait pas le temps d'entendre. Le lieutenant décrocha une torche pour éclairer les marches qui s'enfonçaient dans le roc. Pourquoi ce tunnel? Se questionna Esmé. La mort du roi avait-elle fait d'Arrache un hôte indésirable? Était-il en route vers un donjon? Les marches glissaient, la flamme fumait et l'air était lourd de condensation. Arrache devinait ses pensées sans partager son trouble. Ayant lui-même inventé cette voie souterraine, il connaissait son aboutissement. Il constata même avec satisfaction que ses instructions avaient été suivies à la lettre. Par 2 mots bien choisis, il tenta de rassurer sa compagne tout en faisant parler Bourdon. Vitel 6 ? Positif, monsieur. 11 minutes ? Chronométré. Des obstacles ? Humidité, flaque, les clients du resto. Mais de quoi vous parlez, les interrompit Esmé. La voie Vital 6 relie le palais à la côte, expliqua Arrache. C'est une issue de secours en cas de siège ou d'attaque. Qu'on en fasse une entrée, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais quand même, que se passait-il du côté de la tour de garde et du pont-levis pour qu'un célèbre stratège doive passer par la cave? Benjamin? Pas de réponse. Lieutenant Bourdon? Monsieur Mercenaire? Pourquoi Vital 6? Le roi est mort, monsieur. Alors, on est entrés ensemble dans le livre par la lecture et maintenant, je vais vous raconter ce qu'il m'a laissé à moi une fois la dernière page tournée. Parce qu'il faut savoir que moi, ce bouquin, j'ai failli ne jamais l'ouvrir. Oui, moi, la bibliothécaire qui répète à longueur de journée qu'il vaut mieux un gros livre passionnant qu'un petit livre sans intérêt, j'ai douté. Parce que ces derniers temps, franchement, j'étais désabusée. Trop de romans qui s'écoutent parler et qui se regardent écrire. Mais H mort ou vif, c'est tout l'inverse. Pas une minute de répit, une cadence qui vous emporte et même des pauses intelligentes où les personnages récapitulent leur quête.
Résultat, nous lectrices, on souffle, on fait le point et on repart aussitôt dans l'aventure. L'histoire, un roi mort, un héritier désigné par une simple lettre, H, et 12 jours pour accomplir l'impossible. Une quête haletante, des intrigues politiques, des personnages ambigus. Bref, un roman qui se dévore comme une série dont on ne peut décrocher. Conclusion, oui, c'est un pavé, presque 650 pages, mais un pavé jubilatoire qui prouve qu'un gros livre peut être le plus beau des cadeaux de lecture. J'espère vous avoir convaincu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. Je vous répondrai tout le temps. Maintenant, je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures.